Bonjour, on est le vendredi 16 octobre. On n'est pas très loin de la fin de l'année. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la météo pour l'instant, bon, elle est mitigée. On a des nuages blancs, euh, on va dire plus ou moins euh, moyennement euh, moyennement dense. Voilà, il n'y a pas une grande densité de nuages, mais moyennement dense, mais on ne sait pas ce que la journée va prévoir. Mais en tout cas, il commence à avoir les températures qui commencent à diminuer. Et donc on sent qu'on approche petit à petit, je veux dire, d'une période clé qui est l'hiver. Bon, sachez qu'on n'est qu'en début d'automne. Hein. On n'est pas. Bon, l'automne durant 3 mois. Elle a commencé, débuté le 21. Voilà, le 21 septembre. Et on n'est que le 16 octobre. Donc on n'a pas encore fait un mois d'automne, il en reste encore quand même passé deux. Euh, voilà, il reste 2 mois. Et ceci, bon, va nous ramener vers les portes de l'hiver et vers plus de froid, plus de gel, voilà, des températures qui sont nettement plus difficiles à supporter. Bon, concernant la température et la chaleur, ben justement, je vous propose ici un petit énoncé que je vais vous montrer. Voilà. On demande calculer l'enthalpie standard de réaction de la réaction suivante. Calculer l'enthalpie, donc il s'agit de calculer bon, l'enthalpie standard de la réaction qui est donnée ici. Éthène gazeux réagit avec de l'eau vapeur pour former de l'éthanol. Bon, ceci n'est qu'une table de matière, hein. Ça renvoie vers une table de matière, c'est rien d'autre. Rien d'autre. N'allez pas croire que ça fait partie de l'énoncé, c'est parce que je l'ai mal placé ici, mais voilà. Alors donc l'enthalpie de réaction, c'est celui de l'éthanol gazeux. Enfin, je m'excuse, de la réaction qui va obtenir de l'éthanol gazeux à partir de l'éthène et de l'eau. Donc on a de l'eau et de l'éthène. Bien sûr, de l'eau, ils vous disent dans l'énoncé que c'est de la vapeur d'eau. Donc c'est de l'eau sous forme de gaz. De l'éthène gazeux pour former de l'éthanol gazeux. Bon. Alors je vous rappelle que généralement, voilà, on est à l'état standard, c'est-à-dire à 298,15 Kelvin. En température, voilà, en tout cas pour les enthalpies standards sont données à 298,15 Kelvin. Et que, bon, on peut donner, je vous rappelle que l'état standard est défini à 298,15, ça c'est la température immuable. Par contre, la pression, elle n'est pas immuable. Hein. La pression, ça dépend. Bon, nouvellement, c'est 100 000 pascal, c'est-à-dire 1 bar. Mais les anciennes tables donnaient à 1 atmosphère. Bon, il n'y a pas de très grand changement. Voilà. Donc, moi, je vais partir sur base. Beaucoup de tables sont données à 1 atmosphère de pression. Mais la température est immuable, c'est toujours 298,15, puisqu'il s'agit de 25 degrés Celsius. Voilà. Par contre, la pression, là, elle est donnée à 1 atmosphère. Donc, calculer l'enthalpie standard, c'est-à-dire l'enthalpie à soit 1 bar ou 1 atmosphère, mais ici, bon, on peut tirer ça des tables de l'enthalpie des tables, dans des tables pris où l'enthalpie était calculée, ou plutôt établie à une pression d'1 atmosphère, qui est la pression atmosphérique, je vous le rappelle. Bon, mais le tout, c'est comment pratiquer pour un exercice pareil. Mais quand on pratique un exercice pareil, il ne faut pas perdre de vue qu'on a une réaction chimique. On a une réaction chimique. Donc ça veut dire qu'on va faire un petit peu de chimie. Fatalement, si on a une réaction chimique, on a les lois conservatives de la matière, conservation de la matière, de Lavoisier, rien ne se perd,
rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme, conservation de la matière. Mais maintenant, on fait intervenir, si vous voulez, les variations d'enthalpie. Alors, l'enthalpie, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est? L'enthalpie, on peut la mesurer, c'est égal à... Vous savez très bien que le delta U vaut la chaleur à volume constant. Delta U vaut QV. Voilà. Alors, vous savez aussi que le delta H vaut QP plus PDV, plus P delta V. Voilà. Donc je disais que la variation d'énergie interne est égale à la chaleur de réaction à volume constant. Il y a deux types de chaleur de réaction. Hein. Il y a la chaleur de réaction à volume constant et la chaleur de réaction à pression constante. Ça, vous le savez très bien parce que j'ai fait des vidéos là-dessus. Si vous avez suivi mes vidéos, bon, il n'y a aucune, je veux dire, aucun doute là-dessus. Aucun doute. Alors, on sait bien que ceci est mesuré à l'aide d'un calorimètre. Une bombe calorimétrique, on fait une réaction de combustion qui doit être très rapide, suffisamment exothermique et bien sûr unique. Et c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de réaction parasite. Et bien sûr très rapide. Voilà. Alors très rapide pour éviter des pertes de chaleur, hein, des pertes calorifiques. Je vous avais montré les conditions pour faire une réaction dans une bombe calorimétrique. Et bien sûr, elle doit être complète. La réaction doit être complète. Voilà. Donc les conditions, c'était la réaction doit être suffisamment rapide, elle doit être complète, elle ne doit pas être associée à des réactions parasites au niveau de la bombe calorimétrique. Et donc, dans le calorimètre, on peut mesurer le QV, qui est la mesure voilà, à volume constant, c'est-à-dire à vase clos. Il faut bien visser, bien refermer le tout, mais sinon on peut mesurer le QP. Là, c'est un vase ouvert, puisqu'il y a une pression qui intervient. Voilà. Mais là, si vous mesurez le QV, vous mesurez la variation d'énergie interne, attention que c'est une variation qu'on mesure, hein, d'énergie interne. On ne mesure pas U1 ou U2, mais U2 moins U1. On mesure voilà, un accroissement. On ne mesure pas U1 ni U2, mais un accroissement. Alors pour avoir U1 et U2, ben, vous aurez compris qu'il faut une référence. Hein. Bon, voilà. Ben là, c'est un accroissement, tout simplement. Donc, il y a la bombe calorimétrique qui va mesurer à volume constant, mais il existe la bombe calorimétrique qui mesure à pression constante. Mais si vous mesurez à volume constant, on sait calculer à pression constante via une relation que je vais vous mettre tout de suite. Le QP, avant, les savants mesuraient, quand ils mesuraient la chaleur, justement, ils mesuraient voilà, deux chaleurs différentes. Mais elles étaient proches. Alors, c'était quoi? C'est parce qu'il y en a un qui était à, à volume constant et l'autre était à pression constante, à pression atmosphérique. La plupart des réactions se font à pression atmosphérique. Alors, le reste était dû à quoi? Mais à la pression. Voilà, à la pression plus P delta V. Voilà. Alors bon, vous savez bien, très bien que là maintenant on n'a plus d'environ, mais égal, c'est égal parce que c'était la pression qui créait une variation de volume. Voilà. Alors le QV mesure la variation d'énergie interne, et là on mesure la variation d'enthalpie pour le QP. Donc le QV mesure
la variation d'énergie interne, et le QP mesure la variation d'enthalpie. Donc on peut dire que la variation d'enthalpie, c'est la variation d'énergie interne plus l'effet de la pression qui va créer une variation de volume. Voilà. Bon, mais maintenant, c'est des petites variations de volume. Hein. La pression atmosphérique va agir de telle manière à avoir de faibles variations de volume, bon, qui sont difficilement mesurables. Hein. Bon, les variations de volume que l'on aura voilà, à vase ouvert, dues à la pression atmosphérique, PATM, bon, sont tellement petites, bon, voilà, qu'elles sont difficilement perceptibles. Voilà, variation de volume. Alors, pour avoir ceci, on fait un tour de passe-passe pour avoir le P delta V. Alors, en ce moment, on va passer par l'équation des gaz parfaits. Et en transformant cette équation, delta H est égal à delta U plus RT, R c'est la constante des gaz parfaits, bien sûr dans une unité bien précise, attention, RT et delta NG, c'est la variation du nombre de moles de gaz. Voilà. Température, ça on sait mesurer, et la variation du nombre de moles de gaz, on sait le voir via la réaction chimique. Bon. Donc, ce qui veut dire que là, qu'est-ce qui se passe? On a une variation voilà, de chaleur. Je viens de vous dire, hein, c'est le QP, c'est la chaleur, qui est égale à QV plus P delta V. Et un effet de la pression, voilà. Donc, c'est des mesures de chaleur. Donc, en fait, quelque part, on a des variations de chaleur qui vont avoir lieu dans les réactions chimiques, en plus de la conservation de la matière. Donc, on aura, voilà, on aura des effets thermiques. Donc, on est ici en thermochimie. On est en thermochimie. Bon. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a la conservation de la matière, mais on a la conservation de l'énergie. Mais ici, c'est de l'énergie calorifique. Essentiellement. Essentiellement de l'énergie calorifique, donc c'est l'énergie calorifique au travers de, voilà, de la variation d'enthalpie qui va être prise en compte. Alors, si on a un delta H négatif, l'énergie calorifique peut être soit libérer de la chaleur ou en prendre. Elle peut absorber, voilà, la réaction chimique peut libérer de la chaleur ou la réaction chimique peut en absorber. Alors, si on a un delta H qui est négatif, ben, la réaction est exothermique par convention. Alors, le delta H, c'est delta H produit, moins delta H réactif, c'est toujours situation, en thermodynamique, c'est toujours situation finale, moins la situation initiale. Hein. Voilà. La situation initiale, ce sont les produits. Les réactifs, je m'excuse. Les réactifs. La situation finale, ce sont les produits. Donc il faut toujours faire. Sinon, au niveau des conventions, on va avoir voilà, un opposé par rapport à ça. Hein. Donc on fait les delta H produits moins delta H réactif. Voilà. Et à ce moment-là, si vous obtenez un delta H négatif, c'est que la réaction libère de l'énergie calorifique. Maintenant, inversement, si delta H est négatif, on a une réaction qui voilà, absorbe de la chaleur. Donc, delta H négatif, on a une réaction qui est exothermique, la réaction produit de la chaleur. La réaction produit de la chaleur. Voilà. Delta H négatif, la réaction est exothermique. Bon, je peux vous montrer comment, hein, voilà, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Ça provient des conventions déjà de départ sur les chaleurs. Voilà, la chaleur, Q, parce qu'on a QP, QV, ici delta H, c'est QP. Alors je prends Q tout court, à la place de Q tout court. Hein. Alors le Q, il est égoïste. Il y a une convention égoïste. C'est-à-dire que quand
le système reçoit, c'est positif, et quand le système fournit, c'est négatif. Voilà. Et la variation d'enthalpie, ben, c'est une convention contraire à ça, c'est une convention altruiste. Donc c'est pour ça que là, on va mettre un moins par rapport au delta Q. Delta Q est égal à moins delta H. Il y a un antagonisme, c'est normal, c'est un antagonisme de convention. Parce que quand il y en a un qui est égoïste, ben, l'autre il est altruiste. Là, le delta H, quand il reçoit, quand le système reçoit, le H il est positif, négatif. Il est altruiste. Mais quand il doit donner, le H il est c'est positif. Quand il donne, c'est positif. Quand il reçoit, c'est négatif. Donc, on va dire, voilà, là, on a une convention, si vous voulez, mixte. De par sa mixité, mais c'est un antagonisme. Il y a un antagonisme au niveau de la mixité. Mixité des conventions, hein, parce qu'il y en a un qui est égoïste, et l'autre, il est altruiste. Donc, c'est complètement antagoniste, et donc on met un signe moins, donc voilà. Au niveau des conventions. Voilà. Et donc, quand le delta H est négatif, c'est endothermique, et endothermique, la réaction absorbe de la chaleur. Voilà. Donc, retenez exo, la réaction produit de la chaleur, endo, la réaction absorbe de la chaleur. Bon. Ça, c'est une chose. Alors, maintenant, sachez qu'il y a les lois conservatives. Hein. Les lois conservatives. La loi conservative, ne perdez pas de vue que derrière tout ça, c'est la thermodynamique avec des lois conservatives. Si on fait, voilà, finalement l'initial, c'est-à-dire qu'il est indépendant du chemin. Voilà, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs chemins possibles pour faire la réaction et que ce qui compte en tout état de cause, c'est, d'après le principe de conservation, uniquement voilà, ce qui se passe au départ, c'est ce qui se passe en finalité. Donc, le delta H, qui peut être positif, ou le delta H qui peut être négatif. Alors, je vous rappelle que positif, c'est réaction exothermique, la réaction produit de la chaleur, ou delta H négatif, c'est-à-dire réaction endothermique, la réaction absorbe de la chaleur. Bien, la chaleur produite ou absorbée, hein, delta H positif ou delta H négatif, pour, par une réaction, ne dépend que de la situation initiale et de la situation finale. Elle ne dépend que de ça, elle ne dépend pas de ce qui se passe en intermédiaire. Et donc, non, elle ne dépend pas du chemin parcouru. Voilà, la situation initiale est ici, et la situation finale est là. Voilà, donc si on passe par des processus intermédiaires entre-temps, ben, on s'en fout des processus de réaction. Par contre, ces processus de réaction peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider, par exemple, pour faire des... parce que quand on dit situation initiale, situation finale, ben, c'est une voie rapide de traitement. Hein, vous comprendrez que quand il faut faire un bilan généralisé, quel qu'il soit, en thermodynamique ou comment on appelle ça, en économie, faire un bilan, ben, si vous connaissez uniquement la situation initiale et ce qui se passe en finalité, eh bien, on sait tirer un enseignement de ce qui se... rien qu'avec 2 photographies, une de départ, une de fin, on sait voir ce qui s'est passé tout le long du cours, voilà, des étapes qui se sont produites pour arriver à la fin. Donc quelque part, c'est même bien parce que c'est une simplification. C'est une simplification parce que, ayant 2 photographies au départ et à la fin, ben, on a déterminé ce qui s'est passé, je veux dire, tout le long cours en globalité. C'est un bilan. Bon, ben maintenant,
la simplification n'est pas toujours recherchée. Si on a une composition et qu'on veut simplifier, il n'y a pas de problème. C'est la situation initiale et la situation finale qui vont me permettre de simplifier tout ce qui se passe durant le long cours. Mais c'est pas toujours recherché ça. Hein. Parce que par exemple, si je prends la loi de S, on recompose. On fait une recomposition imaginative. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on ne recherche pas justement la situation initiale et la situation finale parce qu'on recherche à recomposer. Donc on va rechercher des petits chemins voilà, qui vont nous aider pour retrouver voilà, la variation d'enthalpie. Voilà, c'est pour ça que je vous dis le nombre et la nature, bon, bon, ça dépend qu'une situation initiale et situation finale, et non des chemins suivis. Par exemple, le nombre de chemins et la nature des chemins. Voilà, donc ça ne dépend pas de la nature des chemins ni du nombre de chemins. Mais il s'avère que si on veut faire la loi de S, effectivement, on créera ces fameux chemins. On les créera, on les rendra visibles. Donc on écrira des chemins hypothétiques. Des chemins hypothétiques. Parce que, en fait, pourquoi des chemins hypothétiques? Ben, c'est parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire ce qu'on sait, le contrôlable, ce qu'on sait déterminer, bon, on peut le mesurer. On peut mesurer certaines choses qui sont contrôlables, mais les mesures ne sont pas toujours possibles. Alors, si les mesures, ce sont des méthodes directes. Voilà. Et ce qu'on ne sait pas mesurer, mais on saura le calculer. En général, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Ben, quand il ne sait pas mesurer, bon, il a des problèmes parce qu'il voilà, il est limité dans ses mesures pour diverses raisons. Hein, pour diverses raisons. Au niveau de ses appareils de mesure, au niveau des réactions qui peuvent se passer à l'intérieur, bon, il n'a pas le temps. Je vous dis, il y avait des conditions. Dans la bombe calorimétrique, il y avait des conditions, je vous les ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y en ait une réaction complète. Il ne faut pas qu'il y ait des réactions parasites. Il faut que, voilà, la réaction se place, je veux dire, de manière très rapide. Voilà. Donc pas de réaction parasite, réaction complète, réaction très rapide. Mais maintenant, si vous avez des réactions parasites, bon, ça va gêner les mesures. Hein. Et donc, on ne saura pas faire de prise de mesure parce qu'il y a des réactions parasites. Que l'être humain ne sait pas contrôler. C'est pas contrôlé. Bon. À un moment donné, s'il ne sait pas contrôler, ben, il va prendre une autre voie. Il ne passera plus par la bombe calorimétrique, mais il va passer par des calculs. L'aide de la prise de mesure, c'est une aide, mais s'il ne peut pas être aidé par des mesures, mais il va passer par des choses qu'il peut mesurer et puis des choses qu'il peut calculer par des références. Donc c'est qu'il va créer des chemins, mais ces chemins, bien sûr, chacun des chemins est partiellement connu. Si chacun des chemins est partiellement connu, mais il peut connaître le chemin pour aller d'un point A à un point B. Bon, il peut décortiquer un chemin pour aller d'un point A à un point B par des petits chemins, bon, connus. Pourquoi ça? Parce que c'est justement la loi de conservation. Hein. Parce que c'est pas anodin tout ça. C'est pas anodin parce qu'en fait, on a ici une situation finale, on a un point de vue conservatif. Donc, si on a un point de vue conservatif, ben, on peut recomposer en chemin pour autant qu'il part, le chemin démarre de départ et qu'il se termine en finalité. Parce que si maintenant, si vous faites un chemin qui n'a rien à voir, c'est normal que la loi de S ne sera pas valable. Hein. La loi de S n'est valable qu'en point de vue conservatif. Hein. Alors, on crée des petits chemins pour lesquels ça va nous aider. Donc, ce qui n'est pas possible de mesurer, ben, on va créer des chemins. Ce qui n'est pas possible d'être mesuré par la bombe calorimétrique, eh bien, on va créer des petits chemins, comme ceci. On va recomposer des petits chemins qui, eux, ont été chaque fois pris au travers de mesures. Hein. Fatalement, on ne peut pas mettre des chemins qui sont inconnus. Ce sont des chemins dont les mesures d'enthalpie sont connues. Hein. Voilà, on peut décomposer un chemin qui va de A à B, pour lequel A vers B, on ne sait pas mesurer la valeur par bombe calorimétrique, mais on peut décomposer en petits chemins pour lequel chacun des petits chemins est bien sûr connu. Donc on va l'inconnu, il est ici, c'est le chemin pour aller en direct. On ne sait pas le mesurer.
pour une raison ou une autre. Je vous dis, par exemple, il y a des réactions parasites. Là, on a un chemin inconnu, mais on crée des chemins connus. Là, on crée un chemin connu, un deuxième chemin connu, un troisième chemin connu, un quatrième chemin connu, et là, à ce moment-là, tout est connu. Mais le connu par les mesures, hein. Ce qui est connu, c'est par les mesures. Voilà. Mais donc, maintenant qu'on a des chemins partiels connus, ben on peut calculer, on peut, au travers du calcul, calculer indirectement l'enthalpie pour aller de A à B. Puisqu'on a des. Bien que l'enthalpie, on ne sait pas le mesurer par la bombe calorimétrique pour une raison ou une autre, on ne sait pas le mesurer, le chemin est inconnu. Donc on décortique par des chemins connus qui sont mesurables par bombe calorimétrique partiellement, hein, voilà, et on détermine le chemin inconnu par des chemins qui sont partiellement connus, mais en faisant un calcul, voilà, des enthalpies. Et donc à partir de là, on peut déterminer ce qui n'était pas connu. Donc c'est un tour de passe-passe de l'être humain. Voilà, comme il ne s'est pas mesuré par bombe calorimétrique, il va passer par des... voilà. Et ça, qu'est-ce qui permet de faire ça? Bon, l'être humain s'est rendu compte qu'il pouvait faire ça. Et c'est la loi de S. S a permis de voir qu'il pouvait faire ça, parce que c'est justement, on a la loi de conservation de la... C'est les lois conservatives qui sont cachées derrière. Hein. Donc, la chaleur produite ou absorbée par une réaction ne dépend que de l'état initial et de l'état final, et non du chemin suivi. Le chemin suivi, c'est le nombre et la nature des étapes. Bien sûr, si celle-ci est effectuée à volume constant ou à pression constante. Voilà. Alors, donc vous voyez qu'ici, il faudra faire une conservation de matière et une conservation d'énergie. Si maintenant, on ne sait pas faire des mesures, bon, on va passer par le calcul. C'est ça que je veux dire. Bon. Alors, ne perdez pas de vue que l'état standard, on est à l'état standard ici, hein, regardez bien, ici, calculer l'enthalpie standard, donc à l'état standard, l'enthalpie standard de la réaction suivante. La réaction, c'est d'éthane gazeux qui réagit avec de l'eau vapeur pour former de l'éthanol gazeux. Et l'état standard, bon, ça c'est dans les anciennes tables donnent des valeurs pour 1 atmosphère, alors qu'on peut, voilà, le faire pour, maintenant on le fait pour 1 bar, qui vaut 100 000 pascal, alors qu'un atmosphère c'est 101 325 pascal. Il y a une petite différence de 1000. Bon, c'est pas très grand. Voilà, au niveau de la pression. Alors, n'oubliez pas que l'état standard, bon, c'est l'état de corps pur mélangé. Attention à ça. C'est l'état de corps pur non mélangé, pris dans leur état physique le plus stable. Et pour les solides, leur forme cristalline la plus stable, c'est-à-dire si on a des configurations allotropiques, c'est-à-dire plusieurs types de configurations d'un solide, mais on prendra celui que parmi toutes les configurations cristallines, mais pour le solide, on prendra celui qui est à la configuration la plus stable. Parce qu'un solide bien précis peut avoir plusieurs configurations. C'est ce qu'on appelle les configurations allotropiques. Voilà. Alors, bon, elle est prise sous la pression d'1 atmosphère, 1325 pascal, et à une température déterminée de 25 degrés Celsius, qui est l'état standard. À ne pas confondre, en fait, ce sont les conditions CSTP, ce qu'on appelle les conditions CSTP. Je vous les ai montrées dans une vidéo. Voilà, à ne pas confondre avec les conditions CNTP. C.S. La chimie utilise souvent le CSTP. CS.TP. Bon, on peut faire des calculs de gaz parfait en CNTP, il n'y a pas de problème. Là, ce sont les conditions normales. Normal, ça veut dire standard aussi. Hein. Mais ce n'est pas les mêmes standards que le CSTP. C'est ça. Voilà. Voilà, normal, c'est normalisé. Hein. C'est des conditions normalisées. Mais ici, on n'est pas en CNTP. On peut calculer les gaz parfaits en conditions CNTP. Voilà. C'est-à-dire le CNTP, mais on est à 0 degré Celsius. Voilà. 0 degré Celsius. Et au niveau de la... Voilà. 0 degré Celsius. Ce qui veut dire 273,15 Kelvin, si on est en Kelvin. Voilà. Et bien sûr, une atmosphère qui est la pression atmosphérique au niveau de la mer. Au niveau de la mer. Voilà.
Parce que la pression atmosphérique est légèrement variable. Hein. C'est pour ça, si vous regardez la pression atmosphérique n'est pas toujours la même. Voilà. Alors, là, donc ce sont les conditions CSTP, si vous voulez. Alors, justement, quand on définit l'enthalpie, l'enthalpie va varier en fonction de la température. Donc, pour ça, il faut se conformer, je veux dire, à une enthalpie, ce qui va être donné dans des tables, enfin, si, ça dépend. Si on a des tables qui sont, en fait, complètes, ou des diagrammes complets, mais on peut avoir plusieurs enthalpies en fonction de différentes températures. Mais maintenant, si on a une table unique, dans une table unique, il ne faut pas mettre 50 000 enthalpies en fonction de différentes températures, parce qu'on a une table unique. Une table unique, c'est-à-dire qu'on a voilà, uniquement la température donnée à une température de référence qui est la température à l'état standard, 298.15. Voilà, en condition CSTP. Voilà. Et donc, dans les tables uniques, ils vont donner l'enthalpie de formation pour une molécule, pour une mole, bien sûr, à l'état standard. Ils vont le donner à l'état standard. Voilà, donc l'enthalpie est donnée à l'état standard. Si vous regardez dans des tables, l'enthalpie sera donnée à l'état standard. Donc 2. Et l'état standard, ici, moi, souvent, je vous dis que c'est 298.15 Kelvin, mais ça peut être soit un bar ou un atmosphère. Voilà. Un bar ou un atmosphère. Il s'avère qu'il y a beaucoup de tables qui donnent un atmosphère. Il y a beaucoup de tables. Regardez bien ce qui est donné dans les tables, et voilà. Voilà. Donc, alors, l'enthalpie standard de formation, ça se note avec un degré, hein, je vous l'ai déjà dit. Bon, quand vous voyez degré, ça veut dire que c'est à 298 Kelvin. Voilà. On donne le delta H à une température de 298.15 et vous indiquez degré. Enfin, qu'on note tout simplement, c'est l'équivalent de delta H. Et ça, c'est à l'état standard. Avec un degré comme ça, c'est à l'état standard. Alors, l'enthalpie, attention qu'il existe différents types d'enthalpie. Si vous avez Na plus, je vais marquer ça comme ça, un mole, je fais une réaction chimique, un mole de A plus B mole de B donne C mole de C, par exemple. Bon, ça, c'est les coefficients stoichiométriques, vous êtes obligé de les mettre. La première des choses que vous faites dans une réaction, c'est d'équilibrer la réaction. Hein. C'est la première chose à faire. C'est d'abord, la première chose à faire, c'est, bien sûr, de voir les constituants qu'on a en présence, les identifier. Une fois qu'on les a identifiés, à ce moment-là, il faut faire la réaction. Quand on a fait la réaction, après, il faut équilibrer. Une fois qu'on a équilibré, à ce moment-là, on va rechercher dans les tables l'enthalpie de formation. Alors, l'enthalpie de formation, c'est pour former une molécule de A, pour former une molécule de B, pour former, je dirais plutôt une mole. Une mole, je m'excuse, c'est pour former une mole. Parce que c'est l'enthalpie molaire. C'est l'enthalpie de formation d'une mole, l'enthalpie molaire. Alors, on a ce qu'on appelle l'enthalpie de formation molaire. L'enthalpie de standard. Attention que c'est standard, parce que vous allez chercher dans les tables standard. Hein. L'enthalpie standard de formation d'un corps composé. Alors, rappelez-vous que ce que vous avez dit tout à l'heure, l'état standard, c'est l'état d'un corps pur non mélangé. L'état standard.
L'état standard, comme je vous l'ai dit, c'est l'état d'un corps pur non mélangé, pris dans leur état physique le plus stable. Voilà. Donc, pris dans leur état physique le plus stable. Et pour les solides, je vous avais dit que c'est la forme cristalline la plus stable, sous la pression de 101 325 pascal et à une température de 298,15. Mais n'oubliez pas que l'état standard, c'est pour les corps purs. Hein. C'est un corps pur non mélangé. Voilà, c'est des corps purs non mélangés. Par contre, ici, l'enthalpie standard de formation d'un corps composé. Attention que là, le corps, il est composé. Pas confondre un corps pur d'un corps composé. Hein. Voilà. Généralement, quand on fait des réactions, ici, ce sont des réactions des corps composés. Ce sont des corps composés. Par exemple, H2O, CO2, voilà, ce sont des corps composés. Les corps purs, c'est O2, H2, N2, etc. Voilà un corps pur. Ça, ce sont des corps purs. Et les corps composés, c'est CO2. Vous voyez qu'il est composé de carbone et d'oxygène. Alors que là, il a uniquement que de l'oxygène. Là, uniquement de l'hydrogène. Vous voyez, donc l'état standard défini, est défini au niveau des corps purs. Donc des corps purs non mélangés. Par contre, l'enthalpie standard de formation d'un corps composé, là, le corps est composé. Là, le corps est composé. Et en fait, ça, c'est l'enthalpie de la réaction par laquelle il s'en forme une mole dans l'état standard. C'est-à-dire, c'est pour fabriquer une mole. L'enthalpie qui est donnée pour le A, c'est l'enthalpie de fabrication du A. Ça ne se dit pas fabrication, on dit formation. Voilà. Le corps composé A, on regarde comment il est formé. Une fois qu'on sait comment il est formé, on a là l'enthalpie de formation pour une mole de A. Voilà, à l'état standard, bien sûr, à 298,15. Voilà. Ça, c'est l'enthalpie de formation. Donc, on peut connaître, si vous voulez, l'enthalpie de formation à l'état standard de la plupart des corps composés. Voilà. Une fois qu'on a déterminé ça, on a la variation d'enthalpie, la variation de la formation, l'enthalpie standard de formation de A, l'enthalpie standard de formation de B, l'enthalpie de formation de C. On connaît tout. Et là, maintenant, je peux trouver l'enthalpie de réaction. Connaissant la globalité des enthalpies, voilà, on connaît la situation initiale et on connaît la situation finale. Donc là, il suffit de faire la somme des delta H, F, pris avec bien sûr leur coefficient stoichiométrique. Hein. Voilà, dans ce cas-ci, ce sera C fois delta H, parce que l'enthalpie standard de formation d'un composé est donnée pour une mole. Mais ici, il y a C moles. Hein. Donc vous ferez C delta H. Bon, je vais le faire correctement, parce que c'est vrai qu'ici, vous risquez de me perdre dans les annotations qui ne sont pas très voilà, logiques. On va faire ça correctement pour une petite réaction, vous allez comprendre. Donc, je vais mettre petit a, qui est le nombre de moles de A, plus petit b de la substance B, va donner C. C'est ce qui se passe ici dans la réaction. Hein. Voilà. Calculer l'enthalpie standard de la réaction suivante. Bon, on a l'éthène gazeux qui réagit avec de l'eau, vapeur, pour former de l'éthanol. Alors, c'est vrai que la première des choses, il faut mettre l'état. Je vous avais dit qu'il faut mettre les états. Hein. Gaz. Bon, là, on a un gaz. Et là, on a un gaz. Vous êtes obligé de faire ça en, comment on appelle ça, thermochimie. Vous êtes obligé de mettre les états. Parce qu'il y a une interférence dans les formules, notamment quand vous écrivez ceci, delta H est égal à delta U plus RT delta NG. Vous voyez que là, on a une incidence au niveau de variation du nombre de moles de gaz. Hein. Déjà, rien que là,
Si vous ne connaissez pas qui est gazeux, le corps qui est gazeux, à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire la thermodynamique, parce que là, vous ne retrouverez jamais ceci, hein, puisque vous ne connaissez même pas le nombre de moles de gaz, la variation de moles de gaz. Donc pour ça, il faut savoir décrire dans quel état sont les corps. Donc vous êtes obligé de marquer ceci. Obligé. C'est un cas de figure. C'est un cas de figure. Voilà. Il y a d'autres cas de figure pour lesquels on prend en considération les gaz uniquement et pas les autres états. Je vous montrerai dans quel cas de figure. C'est pour calculer comment on appelle ça, voilà, les enthalpies de liaison. Les enthalpies de liaison. Donc vous voyez que vous devez marquer les états. Les états des constituants, les états des corps, des constituants. Alors, je vous rappelle qu'ici, ce sont les réactifs. Les réactifs que j'indique R et les produits, enfin le produit, parce qu'il n'y en a qu'un seul ici, que j'indique P. P. Alors, on connaît l'enthalpie dans les tables de formation d'une mole de A. Là, on connaît l'enthalpie, la variation d'enthalpie, et je dirais même à l'état standard de la formation d'une mole de A. C'est connu, il suffit d'aller voir les tables. Il suffit pas, parce que je vais vous montrer pourquoi, il ne suffit pas. Alors, on connaît dans les tables, c'est vrai qu'on connaît, ça dépend, parce qu'il y a des tables qui le donnent, parfois il y a des tables qui ne le donnent pas, il faut aller voir d'autres tables. Et là, la problématique des tables, je vous montrerai c'est quoi la problématique des tables. Delta H, F, formation de B, c'est la réaction qui va donner une mole de B. Et on connaît le delta H, formation à l'état standard d'une mole de C. Voilà. Mais on sait bien que là, on a un bilan qui va donner un delta H complet. Le delta H réactif donne le delta H situation initiale. Hein. La situation initiale nous donne voilà, un delta H des réactifs. Et la situation finale des produits donne un delta H produit. Voilà, produit. Ici, c'est réactif, delta H total. C'est un delta H total des réactifs. Là, en situation finale, on a un delta H total des produits. Je vais modifier le R là-bas, parce que c'est pas un R que je voulais mettre, c'est un P. Parce que ça m'est échappé. Voilà. Un P. Voilà. Donc ça, c'est la situation initiale. On connaît le bilan. On connaît, en tout cas, en photographie, ce qui se passe au départ. C'est-à-dire, au travers des réactifs, on connaît leur enthalpie. On connaît au niveau finalité leur enthalpie. Pourquoi on connaît leur enthalpie? Parce qu'on connaît chacun l'enthalpie voilà, de formation de tous les substituants. Voilà. Donc les réactifs, il suffit de faire la somme des enthalpies. Mais attention que l'enthalpie de formation est donnée pour une mole. Donc je dois multiplier par A pour avoir pour un mole. Là par B pour avoir pour B mole. Et là, je dois multiplier ceci par C pour avoir pour C mole. Donc, voilà, pour ces moles. Mais vous savez très bien qu'en thermodynamique, il faut toujours faire la situation finale moins la situation initiale. Toujours. Pour éviter des problèmes de signes par rapport aux conventions qui sont données. S'il y en a un qui travaille une fois avec une situation finale, puis une situation initiale, et puis à un autre moment il calcule avec une situation initiale, et puis à ce moment-là, c'est la Bérésina. Hein. C'est la Bérésina. Voilà, parce qu'au niveau des entropies, des enthalpies, voilà, des chaleurs, s'il calcule une fois avec de situation finale, situation initiale, on peut le faire, mais à ce moment, il faut être ordonné. Hein. Faut être, enfin, quoique quelqu'un qui fait ça, il est désordonné, c'est pas ça que je veux dire. Mais quelqu'un qui est désordonné dans sa pratique, ben, si c'est bien ce qu'il fait, ben, il peut réordonner, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est désordonné et après qui est perdu, bon là, ça c'est un petit problème. C'est un petit problème. On peut être désordonné, mais tout en étant, en sachant
en ne perdant pas de vue son désordre. Quelque part, quelqu'un qui est désordonné dans son désordre, il n'est pas force. S'il s'y retrouve, c'est qu'il n'est pas forcément, il est peut-être désordonné, mais il s'y retrouve par rapport à son désordre. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont voilà, désordonnées, mais là, à ce moment, ils sont perdus. Parce qu'ils ont besoin d'un ordre. Alors, si vous faites situation, on fait toujours situation finale, moi situation initiale, justement, pour éviter de se tromper. On va parler comme ça, pour éviter de se tromper. On fait toujours situation finale. On pourrait faire situation initiale, moins situation finale, mais en ce moment, ça sera opposé, une valeur opposée à situation finale, moins situation initiale. On peut le faire. Alors, la situation finale, ben, c'est pour avoir la variation d'énergie, pour avoir le bilan énergétique, eh bien, il faut faire la variation d'enthalpie totale en situation finale, moins la variation d'enthalpie totale en situation initiale. Il s'avère que la variation d'enthalpie en situation finale, c'est delta H formation des produits, moins delta H formation des réactifs pour la situation initiale. Et là, on a la variation d'enthalpie totale. Alors, je vous rappelle que si c'est positif, ben c'est que la réaction va libérer. Si la réaction voilà, si c'est positif, la réaction absorbe de la chaleur. Et la réaction est endothermique. Si le bilan global de la réaction est positif. Parce que si le bilan global de la réaction, voilà, et ça c'est le delta H, si vous voulez, réaction. Delta H réaction. Donc c'est ce qui va se situer ici, le bilan global, delta H, non plus formation d'une molécule, mais c'est la delta H réaction. De la réaction ici, présente. De la réaction présente. En faisant, on sépare, on distingue les delta H formation pour créer un delta H réaction qui peut devenir un delta H formation à l'avenir, parce qu'à ce moment-là, si on connaît là on connaît pour C mol de C, ben, là à ce moment-là le delta H réaction devient le delta H formation de C. Un delta H réaction peut devenir un delta H formation. Voilà. Enfin, bon, bref, ici, ce que je voulais dire ici, ne pas oublier que dans la bombe calorimétrique, ce sont des combustions qui s'y passent. Hein. Donc on parlera plutôt de chaleur de combustion. Alors le delta H produit, c'est bien ceci, delta H produit. Delta H total, ben, il n'y a qu'un seul composé, c'est ceci. C'est, comme on n'a qu'un seul composé, c'est ceci. Sinon, il faudrait faire une somme. Mais après, je vais conjecturer. Voilà. On a le moins, et le delta H total des réactifs, mais c'est la somme de celui-là plus celui-là. Voilà. Et là, on peut conjecturer. Je n'ai plus besoin de la réaction chimique. Attention qu'il faut l'équilibrer au départ. Hein. Voilà. Je peux conjecturer une fois pour toutes. Donc ça, l'enthalpie de formation standard d'une mole de C. Et là, on a l'enthalpie standard de formation d'une mole de A, mais comme on a multiplié par A, parce que bon, c'est le coefficient stoichiométrique, plus B, voilà,
Maintenant, je vais conjecturer. S'il y avait eu plusieurs produits, on aura eu, c'est la somme des, je vais appeler N, I, delta H, formation standard, à l'état standard, du produit, voilà, du produit que je vais appeler PI. Bien sûr, I partant de 1 jusque N moins la somme de J égale à 1 jusque M. M n'est pas forcément égal à N. Il y a Nestor et Martin. Alors là, les nombres de mots, je vais l'appeler... Le nombre de mots des produits, je vais les appeler PI. Petit PI. Alors ça, c'est le nombre de mots de chacun des... Voilà. Et là, on aurait... Alors là, je vais l'appeler réactif. RI. RI. Ouais, il m'a collé. RI. Delta H. Formation à l'état standard du produit, enfin du réactif RI. Voilà. Et là, on a le delta H de la réaction. Qui est total, hein, ça c'est la réaction. On va l'appeler delta HR et éviter le mot total. Hein. Voilà, c'est delta H réaction. Et là, on a le bilan global. Et c'est à partir de là que vous pouvez dire si on a à faire une réaction exothermique ou une réaction endothermique. Si bien sûr, suivant le signe, plus ou moins. Alors, la réaction va s'écrire bien sûr, c'est P1, je m'excuse, les réactifs sont à gauche. On aura R1, R1, la substance R1, plus R2, R2, plus 3 petits points, plus R, N, RM, je m'excuse, RM, R, M, voilà. Et la réaction va donner du P1, P1, plus P2, P1, P2 sont les coefficients stoichiométriques. Hein. P2 plus 3 petits points plus P N P N. Voilà. Et là, vous avez la forme, voilà, la variation d'enthalpie de la réaction là. Alors, faisons ça pour ceci. Qu'est-ce qu'on demande? Il y a deux exercices, hein. Je vais en faire un dans une première vidéo, et dans une seconde vidéo, je ferai le deuxième, parce qu'ils ne se déclinent pas de la même manière. Donc, voilà, les explications de l'un ne sont pas celles de l'autre. Là, il demande, petit a, à partir des enthalpies molaires standard de formation, il faut calculer l'enthalpie standard de la réaction. Donc, il faut calculer le delta HR à partir de delta HF. À partir de delta HF, ben, il faut calculer le delta HR, c'est ce qu'il demande. Voilà. Par contre, le deuxième ne se décline pas de la même manière. Il faut casser, c'est par rapport aux énergies de liaison. Voilà, les enthalpies, voilà, à partir des énergies de liaison. Donc bon, là c'est complètement différent. Il y a seulement des explications qui sont complètement, je veux dire, qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc voilà, là à ce moment-là, je ferai une vidéo séparée pour ça. Alors, la première des choses que je vous ai dit, maintenant j'efface tout et on peut commencer cet exercice. Alors, la première des choses, c'est l'éthane gazeux. Qu'est-ce que c'est que l'éthane gazeux? Alors, l'éthane, c'est un alcène. C'est-à-dire qu'il a une saturation
on a une double liaison. Alors dans éthane, alors on a le méthane. Dans les alcanes, on a le méthane, l'éthane. Voilà, méthane, l'éthane. Voilà, puis propane, butane, etc., etc. Mais meth, ça signifie un carbone. L'eth, ça signifie deux carbones. Pour les alcanes. Mais ici, on est dans les alcènes. Les alcènes, bon, eth, c'est deux carbones. Voilà. Et à partir de là, on peut connaître la liaison, enfin, le carbone étant tétravalent, on sait bien que ça, c'est l'éthène. Donc, en d'autres termes, c'est bien sûr rempli, on peut remplir par des hydrogènes ici. Hein. Voilà, ça c'est l'éthène. Ce qui veut dire que l'éthène, c'est du C2H4. Voilà, ça c'est la première des choses. Alors, la seconde des choses, c'est d'aller rechercher l'eau. L'eau, mais vous connaissez l'eau, j'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. L'eau, c'est H2O. Alors, l'H2O, on a du H ici et du H ici. Voilà. Si vous voulez être précis, bon, vous dessinez voilà, les doublets non liants. Ici, on a deux doublets liants, hein, deux doublets liants ici, hein, une, deux, et là on a, enfin un doublé c'est deux, hein. Là on a un doublé liant, doublé c'est déjà deux. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici on a un doublé qui est lié, donc un doublé liant, là un doublé qui est lié, donc un doublé liant, et là on a un doublé qui n'est pas lié, et encore un autre doublé qui n'est pas lié. Donc on a deux doublés non liants ici. Ça c'est les voilà l'H2O. Bon maintenant on doit fabriquer du comment on appelle ça. Donc on a du C2, donc on a les composés, les réactifs. Voilà, ils sont connus. C'est la première chose à écrire. Les substituants sont identifiés. C'est C2H4 plus H2O. Voilà. Alors ça doit donner de l'éthanol, c'est un alcool. Ça doit donner de l'éthanol. Alors, ça va donner du l'éthane. On aura un alcool, OH. Ce qui veut dire l'H2O, dans l'H2O, on va casser une liaison ici d'hydrogène. Là, on aura du OH. OH comme ceci, fonction alcool. Mais ça veut dire qu'il y a un hydrogène qui est parti. Donc on aura du H4 qui va devenir du C2H5. Et voilà, on a trouvé ce que c'est que l'alcool, C2H5OH. Bon, on retourne à notre réaction ici. On l'équilibre. Bon, un C2H4 plus un H2O donne un C2H5OH. L'état, l'état il est gazeux, c'est voilà, l'énoncé qui le dit. Éthane gazeux réagit avec de l'eau vapeur pour former de l'éthanol gazeux. Donc on a du gaz partout. On équilibre. Un C2H4 plus un H2O donne un C2H5OH. À ce moment-là, j'applique la formule qu'on a vue tout à l'heure. La somme de delta H formation, produit, bien sûr, ils doivent être non simples. Voilà. Parce que, voilà, le simple, il donne 0. Par définition, l'enthalpie de formation des corps simples, dans l'état standard, à 298 Kelvin, est égale à 0.
Donc, par définition, l'enthalpie de formation de corps simple dans l'état standard à 298 est égale à 0. Donc, on ne peut pas prendre les corps simples. On doit prendre que les corps composés, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'enthalpie de formation, c'est l'enthalpie de corps composés. L'enthalpie de formation standard, c'est l'enthalpie de corps composés à partir de corps, à partir voilà, de corps simples. Bon, mais on ne peut pas toujours avoir la réalisation de l'enthalpie de formation d'un corps composé provenant de corps simples, parce que parfois, généralement, des corps composés proviennent des corps composés déjà eux-mêmes. Voilà. Donc, alors à ce moment, on va le faire par la loi de S. On va retrouver l'enthalpie par la loi de S. Voilà. Alors, ici, pour le C2H5OH, il faut faire l'enthalpie de formation des produits non simples moins, enfin, bien sûr, la somme des enthalpies de formation. C'est la formule que j'ai mis tout à l'heure, des produits non simples moins la somme de formation des réactifs non simples. Eh bien, comme il n'y a qu'un seul produit, C2H5OH, on va rechercher son enthalpie de formation du C2H5OH. Bon, on va aller voir les tables. Ensuite, il faut faire la différence entre l'enthalpie de formation de l'eau et l'enthalpie de formation du C2H4. Il faut additionner ces deux réactifs-là. Voilà. Sachant qu'il y a une mole à chaque fois, mais ici, bon, il n'y a pas d'incidence parce qu'une mole, bon, s'il y avait 2 moles, je comprendrais que ça change. Regardez, je vais mettre 2 moles. Ouais, ici, ça n'a pas changé, mais ça devrait le changer. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème, je vais le changer tout de suite. Bon, si je change ici, je vais mettre 2 moles. Vous voyez que l'enthalpie ici, elle a changé. Moins 470,6 pour 2 moles. Si on avait eu 3 moles, mais on aurait eu moins 705. Mais on n'a pas 4 moles ni 3 moles. Voilà. Par contre, ici, l'H2O, il doit changer. Il doit changer. Donc, parce que voilà. Maintenant, si je mets 2 moles, voilà, 3 moles, vous voyez que ça doit changer. Alors ici, mais on n'a qu'une mole, de toute façon. Alors maintenant, vous voyez que l'énergie, c'est normal, hein, l'énergie de formation est donnée pour une mole dans les tables, mais vous l'adaptez au nombre de moles que vous avez. Alors là, je vais mettre 3 moles, il devrait changer, et il ne change pas non plus. Pour le C2H4, on va changer aussi ça. Voilà, pour 3 moles. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Là, je vais recommencer. Voilà. Alors, pour 2 moles, on aurait eu ceci. Voilà, pour une mole, on a ceci. Voilà. Et au total, on a, voilà, pour une mole, bien sûr, de C2H4, on a 52,3. Pour une mole d'H2O, on a moins 241,79. Et pour une mole de C2H5, on a moins 253,3. Qu'est-ce qui donne ça? Ce sont les tables. On va aller voir les tables, mais avant tout, je vais faire le bilan de la réaction. Delta H réaction. Si je fais ceci moins la somme des deux réactifs, ceci, ça provient bien sûr du produit. Le produit moins la somme des deux réactifs parce qu'on n'a qu'un seul produit. Voilà, c'est la formule que j'avais établie tout à l'heure. On obtient moins 45,81. C'est-à-dire que le delta H ici il est négatif. S'il est négatif, on a une réaction qui est exothermique. Voilà, la réaction est exothermique. Ça veut dire que cette énergie-là va libérer, va dégager 45 kJ par mole. Ouais, c'est donné en kilojoules dans les tables. Hein. Ouais. Quand je marque moins 253, c'est moins 253 kJ. Hein. Voilà, c'est moins 253 kJ. Voilà. Moins 253, c'est kilojoules par mole. Et là, kilojoules contre ouais, kilojoules. Mais ici, attention que
kilojoules par mole, c'est ça. Voilà, c'est kilojoules par mole. Alors, si je fais la somme, j'ai la chaleur de réaction pour une mole. Voilà. Donc on a moins 45,81 kJ qui va ressortir de la réaction. Je dirais plutôt... ouais, je dirais plutôt... bon, moins 45 kJ. Je dirais moins 45 kJ. Voilà, je dirais plutôt moins 45 kJ. Parce que 52,3 c'est kJ par mole, ainsi que des kilojoules par mole, mais on a une mole fois des kilojoules par mole, ça fait des kilojoules. En fait, ici, il est aussi bien kilojoule par mole que kilojoule, parce qu'on n'a qu'une seule mole. Voilà, on n'a qu'une seule mole, on a calculé pour une mole, donc kilojoule par mole ou kilojoule, on sait bien que c'est pour une mole, comme on n'a qu'une mole, c'est aussi, là c'est aussi bien un kilojoule par mole que des kilojoules, parce qu'on a dans la réaction, on n'a qu'une mole. Par contre, si on avait marqué ceci, de l'H2O par exemple, là je ne peux plus mettre kilojoules par mole. Hein. Là, je devrais effacer kilojoules par mole, ce serait des kilojoules, parce qu'on a 2 moles. Là, donc là, ce serait pas bon. Mais ici, comme on n'a qu'une mole, ben, ça correspond à moins 241,79 kJ par mole, ce qui fait moins 241 kJ. Et en totalité, c'est moins 45,81 kJ. Donc la réaction dégage cette énergie calorifique, mais la réaction est exothermique. Maintenant, c'est pas ça le plus important. Le plus important, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que bon, ça, tout le monde sait le faire. Vous donnez ça, je veux dire, à n'importe qui pourra faire voilà, ce calcul-là. C'est, je veux dire, accessible à n'importe qui ce calcul-là, parce qu'il ne s'agit que de somme et de différence. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est un problème de valeur. C'est de se fier aux valeurs qui sont données. C'est de se fier aux... parce que vous ne faites pas des expériences sur bombe calorimétrique, vous n'avez pas de laboratoire chez vous pour voir que voilà, l'enthalpie de formation d'un produit, si vous êtes capable de le mesurer. L'enthalpie de formation standard d'un produit, si vous êtes capable de le mesurer via une bombe calorimétrique, ben, vous n'avez pas de laboratoire. Vous pouvez le faire à l'école, mais bon voilà, vous n'avez pas de laboratoire. Donc ce qu'il y a, c'est que vous devez vous fier aux valeurs qu'on vous donne, ou des valeurs que vous allez rechercher. Et là est tout le problème. C'est le problème de se fier aux valeurs que l'on a. Alors pour ça, il faut aller rechercher dans les tables. Alors là j'ai utilisé C2H4, voilà, qui est l'éthène. Le C2H5, bon, qui peut être soit gazeux, solide, gazeux ou liquide, voilà. Mais ici j'ai mis la valeur au niveau du gaz. Le C2H5OH, j'ai la valeur au niveau du gaz et au niveau du liquide. Alors, j'ai mis l'H2O au niveau du gaz et l'H2O au niveau du liquide, et j'ai remis aussi le CO2. Bon, c'est vrai que le CO2 n'intervient pas dans cet exercice-là, mais j'ai mis le CO2. Bon, alors vous voyez qu'ici, c'est le delta H avec un degré, je l'ai mis avant le delta. Bon, j'aurais pu le mettre après, je peux le mettre avant ou après, c'est pas un problème, ça ne change rien. On sait bien que c'est l'enthalpie standard. D'ailleurs, il est marqué ici, l'enthalpie de formation à l'état standard d'une mole de molécules gazeuses. Ouais, c'est pas forcément une molécule de gazeuse, hein, ici, attention que d'une mole de molécules à 298, mais là j'ai pris sous un atmosphère. Exprimé bien sûr en kilojoules par mole. On est d'accord. Bon. Le taux, je vais vous dire c'est quoi. Pourquoi j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'ai créé ce qu'on appelle des références. Le taux, c'est de savoir où vous allez chercher ces valeurs-là. Donc il faut une référence. Alors moi, j'ai une table, je possède une table qui est extrait de F.A. Rossini et A.L. Qui date de 1952, quand même, ça date d'il y a très longtemps. Table, ça dans des livres, hein, on retrouve ça dans des livres. Tables of selected values of chemical thermodynamics, quantities, nat, bur, voilà, std, number
Voilà, 500. Alors, ça, c'est une table qui ne possède pas tout, bien sûr. C'est qu'une partie des petites molécules. Certaines sont gazeuses, certaines sont liquides, voilà. Et j'ai le 1, là, ici, la colonne numéro 1, c'est toutes les références à ce tableau. Voilà. Et j'ai su trouver ces valeurs-là dans ce tableau-là. Donc, je les ai répertoriées ici. Voilà. Bon, il y a d'autres molécules, mais je n'ai pris que celles qui m'intéressaient, dont ainsi que le CO2, parce que je sais pas pourquoi j'ai mis le CO2 ici, mais je l'ai mis quand même. Alors, là, c'est très bien, parce que j'ai une référence. Donc, on sait bien d'où ça vient. Alors, je vais vous donner une deuxième référence. C'est la colonne numéro 2, qui est l'université de Le Mans. Et si je prends Le Mans, bon, ici, dans la première table de référence qui était ici, FA Rossini, là, je n'avais pas la valeur du C2H5OH gazeux. Mais il y est dans les tables de l'université de Le Mans. Alors, dans l'étape de l'université de Le Mans, j'ai pas trouvé l'éthène. Mais je l'ai voilà, dans le tableau de Rossini. Voilà. Alors, je vais vous montrer à quoi rime l'université de Le Mans. C'est un très beau tableau bien fait. Voilà, vous allez chercher à l'université de Le Mans dans un document qui se nomme dosage acido-basique.pdf. Les dosages acido-basique.pdf de l'université de Le Mans. Et là, vous avez répertorié bien sûr l'enthalpie standard, l'enthalpie de Gibbs standard, l'entropie, etc. etc. Enfin, voilà. Et alors, ils sont classés par ordre alphabétique. Vous voyez qu'on a I, tout ce qui est I, L, vous retrouvez le lithium, le magnésium, le permanganate de magnésium, le méthanol. Voilà, l'éthanol, c'est la lettre E. Donc on va le descendre, on va monter à la lettre E. Je vais remonter au-dessus. La lettre E. A, B, C. Voilà, j'ai fait un saut. Je dois encore descendre pour voir la lettre E. Voilà, elle est là. L'eau est là. On a l'eau gazeuse, voilà, moins 241.8 et moins 285.8 pour l'eau liquide. Bon, l'éthène n'est pas dedans. Vous voyez qu'il n'y a pas l'éthène. Dans la lettre O, on n'a pas l'éthène. Maintenant, pour les oxydes, ils nous ont classés un peu spécialement, parce que les oxydes, si vous allez chercher du dioxyde de carbone, il faut aller chercher les oxydes. Voilà. Et le dioxyde de carbone, il est là. Hein, donc je vais aller ici. CO2 gazeux. Voilà. Qui est de moins 393.5 pour le CO2 gazeux. Vous voyez? Donc en fait, ce tableau-là, il est quand même très bien fait. Il y a de nombreux éléments chimiques. Vous pouvez rechercher ce que vous voulez là, enfin ce que vous voulez, non, parce qu'il manque des choses quand même. Hein. Bon, vous voyez que l'éthène, il n'est pas dedans. Vous pouvez rechercher, si vous le trouvez, tant mieux. Mais c'est pas dit que vous allez le trouver, parce qu'il n'est probablement pas dedans. Voilà. Mais tout est classé par ordre alphabétique A, B, C, voilà, D, E, etc. Et donc vous pouvez aller chercher l'enthalpie de formation standard à 298 Kelvin, 298.15. Voilà. Voilà. Là c'est l'enthalpie de Gibbs, bon ici avec un G, enthalpie libre de formation. Là c'est l'enthalpie libre de formation, c'est pas l'enthalpie. Hein. Voilà. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'enthalpie de formation standard à 298.15 là. Kelvin. Et vous avez tous les cours ici, donc ça veut dire que l'université de Le Mans, il est quand même complet. C'est ça que je veux dire. Enfin, complet, il est pas, on n'a pas tout, mais au moins, il y a de fortes chances que vous trouverez ce que vous recherchez là-dedans. Bon, si vous ne le trouvez pas, ben, c'est qu'il n'est pas dedans. Mais vous avez vu qu'il y a de nombreux éléments. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut même remercier la personne qui a fait un tableau comme ça, parce que des tableaux comme ça, on n'en trouve pas partout. Je dirais que l'université
de Le Mans a très bien travaillé à ce niveau-là. Et ça, c'est le travail que les universités devraient faire. Les universités, c'est pas forcément faire des équations ou faire des relations, je veux dire, établir des relations, ou peu importe. Non, les universités, c'est aussi, sont amenées, je veux dire, quelque part, à faire des travaux pareils. C'est-à-dire d'établir des tables utilisables par toute personne utilisant, je veux dire, les enthalpies de formation. Par exemple, dans ce cas-ci. Mais s'ils ont été encore gentils, ils ont encore donné l'enthalpie libre de formation standard. Donc le delta FG 0 et l'entropie standard. Donc ils ont fait un travail excellent parce que bon, ça prend du temps. Il faut remercier les gens qui prennent du temps à faire ça. Parce que c'est un travail lourd quand même. Hein. Pas dire que c'est un petit travail, on peut pas dire que c'est un petit travail, c'est quand même un travail lourd. La personne là a fait, ceux qui ont fait ça, ils l'ont fait, je veux dire, pour que les autres puissent l'utiliser. Donc bon, voilà. Et ils le mettent à profit, à l'usage de tous ceux qui veulent venir consulter cette table. Donc elle est faite pour être consultée, mais c'est fait par des personnes qui ont, qui se sont, je veux dire, rendues disponibles vis-à-vis du monde scientifique de ceux qui veulent utiliser voilà, ces valeurs-là. Donc, il faut les remercier parce qu'on ne remercie jamais assez ceux qui créent des documents Wikipédia, ceux qui créent des documents comme ceux-ci et qui mettent, je veux dire, voilà, à destination de tout utilisateur ou usager voilà, voilà, de ce genre voilà, de tableau. Il faut les remercier énormément. Parce que parfois, vous cherchez une valeur de thermodynamique, mais vous ne la trouvez pas. Hein. Vous ne la trouvez pas. Voilà, vous ne la trouvez pas parce que tout le monde n'a pas fait des tables comme ça. Et une université qui est l'université de Le Mans, en France, mais c'est destiné à procurer voilà, des données accessibles à n'importe quel kidam par l'intermédiaire d'Internet. Et ça, c'est fabuleux parce que vous ouvrez votre ordinateur, vous cherchez une valeur, et vous l'avez. Alors qu'auparavant, il fallait chercher dans les tables, et tout n'était pas dans les tables. Il fallait les rechercher à la bibliothèque, dans des bouquins, et dans les bouquins, on n'avait pas forcément ces valeurs qui sont répertoriées de cette façon. Hein, donc on ne remerciera jamais assez certaines universités qui font des travaux utiles, très utiles. Très utiles. Et voilà. Ceci étant dit, je reviens. Donc elles sont fiables parce que regardez les valeurs par rapport à mes tables bon, de Rossini, moins 277,63, moins 277,6, on n'a pas de grands écarts. Hein. Moins 241,79, moins 241,8, il n'y a pas de grand écart. Moins 285,84, moins 285,8, moins 398, moins 393,51, moins 393,5, il n'y a pas de grands écarts. Voilà. Alors, là, si on fait la différence ici, si je prends le liquide ici, l'H2O, l'H2O, si je fais le gaz moins le liquide, j'obtiens 43,4. Ça c'est, si vous voulez, c'est le delta H vaporisation. C'est le delta H vaporisation. C'est le delta H vaporisation, c'est-à-dire c'est le passage de H2O liquide vers H2O gazeux. Voilà. Et là, vous avez le 43,4 bien sûr kilojoules. Voilà.
Bon, alors, donc on s'est retrouvé, si vous voulez, à certains moments, connaissant l'un, on peut retrouver l'autre si vous connaissez le delta H de changement d'état. Le delta H, si vous connaissez le delta H de changement d'état, ben, vous pouvez passer de connaissant l'un, on peut retrouver l'autre. C'est-à-dire si je connaissais par exemple celui-ci, H2O, celui-ci, eh bien, supposons que je connaisse moins 285 qui est le liquide, mais je connais la chaleur ici, l'enthalpie de, comment on appelle ça, de changement d'état liquide-gaz. Liquide et gaz, c'est une vaporisation. Voilà. Voilà, ça c'est l'énergie de vaporisation. Mais je sais trouver que vaudra le gaz. Le gaz, il vaudra celui-ci plus celui-là. Voilà, moins 242. Vous allez voir dans les tables. C'est ça. Moins 284, H2O liquide et moins 242. Donc, connaissant, mais ça, il faut connaître le delta H. C'est encore dans des tables, ça. On retrouve dans des tables le delta H vaporisation. Voilà. Alors maintenant, ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore d'autres tables. Si vous n'avez pas assez que ces tables, c'est vrai que le monde donne quelque chose de très bien. Mes tables à moi que je vous ai dit tout à l'heure, extrait de FA Rocinus, c'est très bien, mais c'est pas complet. Le Mans, c'est très très bien, ça me suffit. L'université de Le Mans me suffit, mais ils peuvent, pourquoi pas, il faut toujours se méfier de ce qu'on voit. Donc, si on a 2-3 tables et qu'on peut, je veux dire, comparer, tant mieux, voilà. On peut comparer. Alors maintenant, je vais rechercher 2 autres tables. Il y a des valeurs qui se trouvent dans des tables sans référence. Voilà, je possède des tables, par exemple, et il n'y a pas de référence. C'est dommage, parce que la première des choses qu'on fait quand on met une table à disposition, c'est de mettre la référence pour savoir si, bon, il n'y a pas trop d'erreurs là-dedans, ou si c'est fiable ou pas. C'est une question de fiabilité. Donc, il existe des tables, effectivement, mais bon, où des personnes n'ont pas mis les références. Et la première des choses, quand on met les tables à disposition de n'importe qui, c'est de mettre les références. Bon, si on n'a pas les références, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Alors, je mets dans une table, enfin dans une colonne, les valeurs que je trouve dans des tables sans référence. Et là, bien sûr, je compare par rapport aux 2 autres colonnes, par rapport aux tables de Rossini qui sont de Rossini et à l'université de Le Mans. Et là, effectivement, j'ai trouvé dans des tables qui sont référence le C2H4, la même valeur que celle de Rossini. Donc ça veut dire que c'est bon. Alors j'ai trouvé ceci dans des tables sans référence, moins 241.8, mais qui va là pour aussi bien pour Le Mans et Rossini, et moins 285.2 dans des tables sans référence qui sont identiques environ identiques à celles de Rossini et de Le Mans. Bon, et pour les autres, je n'ai pas encore trouvé parce que je n'ai pas cherché aussi dans des tables sans référence. Alors j'ai mis une 4e colonne. Mais dans une 4e colonne, mais on peut avoir des delta H, comment tirer à travers des énoncés divers. Hein, si vous voyez des énoncés divers, qui donnent des valeurs. Mais il faut que ça donne les mêmes valeurs, parce que si ça donne une valeur qui n'a rien à voir, c'est qu'il y a une erreur. Alors j'ai trouvé dans des des énoncés divers, moins 234.1, voilà, dans des énoncés divers que j'ai parcouru. Voilà, moins 234.1, on n'est pas loin de celui de Le Mans. Moins 242.4 pour l'H2O, mais on n'est pas loin. Là, on a 3 valeurs qui se ressemblent. Hein. Moins 241.79, moins 241.8, moins 241.8, moins 241.4. J'ai trouvé dans des énoncés moins 286.6, mais on n'est pas loin de moins 285.84, moins 284.5.8, moins 285.2. Donc j'accepte le moins 286.8.6. Alors je mets dans une 5e colonne les valeurs d'une source non sûre. Là je ne suis pas sûr. Là ça ne vient même pas d'un énoncé, c'est de valeurs qui sont données que je m'en méfie tellement que je vais le mettre dans une colonne qui est la colonne 5. Alors j'ai trouvé 33,6. Bon là, franchement, par rapport à 2 autres valeurs qui sont données, on est loin. J'ai trouvé moins 302.2. On est loin des valeurs qui sont données ici. Hein. Voilà, j'ai trouvé moins 286.3, des valeurs non sûres que je tape ici. Mais là on est proche. On est proche. Donc ça veut dire que là on est bon.
Alors j'ai trouvé moins 409. Bref, on est loin de moins 390. Enfin, pas très loin quand même. On n'est pas très loin de moins 393,51. Moins 300. L'écart n'est pas... oui, parce que l'écart il est de 7, 7 plus 9, 15. Voilà. Enfin, 16, je m'excuse. 7 plus 9. Là, il est de 393. Ouais. 393 pour arriver jusqu'à 400, ça fait 7. 7 à 9. 7 et 9, ça fait 16. On a un écart de 16. Bon, c'est pas encore grand chose. Voilà. Alors le 302 ici, est-ce qu'il est grand? 277, ça fait 3 pour 80. Ça fait 23, 23 et 2, 25. 25 ici, 16 ici d'écart. Bon, pourquoi pas. Bon, on va dire c'est quand même des petits écarts. Hein. Bon, je les accepte quand même. Ici, on a encore un petit écart de 52, 33. Ben, on a un petit écart de, voilà, de 19. 19. 19. Voilà. Quand on a 30 d'écart, c'est pas encore grand. Voilà, c'est pour ça que je dis que ce sont des valeurs non sûres, mais c'est pas quand même des grands écarts. Voilà. Alors, et la dernière colonne, ce sont des valeurs prises de vos tables. Vous pouvez mettre de vos tables personnelles une sixième colonne. Sixième colonne pour lesquelles vous prenez de vos tables à vous, qui sont les vôtres, qui ne sont pas de l'université de Le Mans, qui ne proviennent pas d'un énoncé, deux énoncés que vous aurez voilà, répertoriés ici dans la colonne numéro 4, ou d'une valeur non sûre que vous n'êtes pas sûr, vous tapez ici dans la colonne 5, ben, vous avez des tables, vous les tapez, vous tapez vos valeurs ici, pour autant que vous mettiez votre référence. Hein, voilà. Parce que si vos professeurs ne mettent pas les références, dites la première chose à vos professeurs de mettre des références, parce qu'il ne suffit pas de mettre des valeurs et de se dire, ouais, faire des tables et de se dire, ouais, c'est bon. Parce que parfois dans les calculs, on peut avoir des valeurs qui proviennent de tables et la table n'a pas une bonne valeur. Et donc, on fait un calcul et on se rend compte que bon, on ne trouve pas la bonne réponse. C'est normal parce que déjà à la base, dans la table, il y a quelque chose qui a été rentré qui n'est pas clair. Quelque chose qui n'est pas clair va donner quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Je vous remercie beaucoup.